Aujourd'hui, on va parler d'un jour de plus, et je pensais que le meilleur moyen pour pouvoir vous faire comprendre ce qu'était un peu le jeu, c'était de vous en raconter un peu une scène. Donc fermez les yeux, et c'est parti. La route s'étend devant toi, longue et terne, fendue comme une vieille cicatrice. L'automne a tout aplati, les feuilles mortes collent à l'asphalte humide, et chaque pas fait un bruit trop fort dans le silence. L'air est froid, chargé d'odeurs de terre mouillée et de choses laissées trop longtemps dehors. Tu avances mécaniquement. Derrière toi, l'enfant suit, sans un mot. En approchant d'un arbre isolé, ton regard accroche une forme immobile. Une femme pendue à une branche basse, si basse que ses pieds touchent presque le sol. La corde est vieille, mal ajustée, et son corps penche en avant comme vidé de toute tension. Elle ne donne pas l'impression d'avoir lutté, que d'avoir renoncé. Dans ses bras, elle serre une couverture. Pas abandonnée, pas lâche, serrée contre elle avec une attention presque tendre. Le volume dessous est trop petit, trop irrégulier. Tu n'as pas besoin de t'approcher davantage pour comprendre. Un nouveau-né, protégé jusqu'au bout, du froid, du vent, du monde. Mais pas assez. T'arrêtes. La scène ne te provoque pas de choc brutal, tu as déjà vu pire, mais quelque chose se renferme lentement dans ta poitrine. Pense à la nuit, à la fin, à cette décision précise et terrible de ne pas lâcher, même quand il n'y avait plus rien à sauver. L'enfant s'avance à ton niveau. Elle regarde la femme, la corde, puis la couverture. Ton regard s'y attarde une seconde de plus. On pourrait prendre la couverture, dit-elle. Elle a l'air encore utilisable. C'est là que ça te frappe. Pas la femme morte. Pas le corps de l'enfant deviné sous le tissu, mais cette froideur chez celle qui marche avec toi. Cette façon de trier le monde sans hésitation. Tu sens une odeur lourde monter de la couverture, mêlée à celle de l'humus. Le vent fait bouger légèrement le corps pendu. La route continue devant toi, grise et indifférente. La question n'est pas de savoir si elle a raison. La question, c'est ce que tu fais maintenant. Bonjour à tous, c'est Mike. Bienvenue sur Entre-Rollistes. Aujourd'hui, on va parler de Un jour de plus. Un jour de plus, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier jeu d'Alnum 6, le petit papa d'Hémisphère, mais également de Space Horror Story et de son extension. Et on va voir un petit peu de quoi il s'agit. On va faire un unboxing pour voir ce que contient cette boîte, un petit peu tout le matériel qui est à l'intérieur, et puis on va revenir sur les intentions de jeu et sur ce qu'il propose avec cette boîte. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et donc ça fait extrêmement plaisir, donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait, mettez le pouce bleu pour favoriser cette vidéo, et puis on se plonge dans l'enfer d'un jour de plus. Alors, un jour de plus, comment ça se présente? Eh bien, c'est cette grande boîte, bien plus grande que celle qu'on a pu voir par le passé sur les jeux d'Alnum 6, qui s'appelle donc Un jour de plus, un jeu de rôle post-dramatique d'Alnum 6. On peut voir que sur la 30, je vais vous montrer, voilà, on a juste le nombre de joueurs, l'âge requis, 16 ans et plus, les thèmes sont très forts, on va en parler. Le jeu de rôle post-apo, machin, c'est la même chose partout. Et puis au dos, on va avoir un petit peu tout ce que contient cette boîte. Allez, on n'hésite pas, on l'ouvre directement et on plonge dedans. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve évidemment le livret de jeu qui va expliquer un peu les règles, les mécaniques, comment ça fonctionne, etc. On se le met de côté. On a pas mal de cartes, j'ai pas tout ouvert, j'en ai ouvert un paquet pour pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça servait et comment ça va fonctionner. Hop, je les mets de côté. Bon, j'arrive pas à récupérer les autres, c'est pas très grave. Hop là. Ok, donc on a pas mal de cartes qu'on va détailler un petit peu plus tard. Vous voyez, hop, les cartes, il y en a encore ici, et il y en a encore ici. Ensuite, nous avons un set 2D classique. Nous avons 2D8, 2D10, 2D12 et un D20. Parfait. Nous avons des tokens, on verra à quoi ils servent. Donc ce sont des petits tokens en plastique. Je vais vous les ouvrir, ça fait du bruit. Passage ASMR sur cette vidéo. Voilà, des petits tokens comme ceci, en plastique. Hop, fais le point coco. Rien d'extraordinaire, ça sert juste de manière très utile et très pratique. Nous avons ensuite une carte avec marqué juste le H, puisqu'il s'agit de la carte de l'horloge, qu'on va utiliser avec ce petit feutre qui est fourni avec. On va pouvoir écrire sur cette carte, tout simplement, le déroulé des heures. Vous verrez quand on parlera un peu de quoi parle le jeu. Hein. Le déroulé des heures, j'arrive pas à voir la carte, si c'est bon. Tout simplement, il est... Hop là, il est 10 heures. Et ben il marche pendant 5 heures, très bien. Hop là, il est plus 10 heures, il est 5 heures. Voilà, vous savez comment marche un feutre et une ardoise. Bah, c'est pareil sur une carte. Tout va bien. Ok, ensuite nous avons l'écran. Petit écran en 4 volets, avec pour le coup une illustration qui donne vraiment le ton sur ce que va être le jeu. Donc on va jouer des adultes qui vont protéger des enfants dans un monde post-apocalyptique. Il n'y a pas plus parlant que cette photo.
Et derrière, on va retrouver toutes les mécaniques de jeu. Et ça, c'est plutôt intéressant pour les MJ, vraiment. Les mécaniques qui sont détaillées derrière. On va parler un peu de l'esprit du jeu juste après, vous allez voir. Mais ça marche plutôt bien. Ok, ensuite nous avons des cartes routières. Hop, dans un format un peu particulier, tout en longueur. Donc je ne vais pas toutes vous les montrer, hein. Il y en a, elles sont recto verso à chaque fois et vont correspondre à un objectif à chaque fois. Donc nous avons 2 cartes routières identiques, ce ne sont pas les mêmes trajets, etc. Mais qui ressemblent sur les cartes routières. Je ne vais pas vous montrer les cartes routières, tout le monde sait ce que c'est. Nous avons ensuite des fiches de personnages pour les enfants, pour pouvoir créer vos enfants. Nous avons un petit bloc de fiches de personnages. Ensuite, il faudra faire des photocopies vous-même. Et ensuite, nous avons un petit bloc de fiches de personnages pour les adultes que l'on va incarner. Ok, donc ça fait quand même pas mal de matos. On va ranger tout ça. On va garder tout le reste sous la main puisque ça risque d'être utile pendant qu'on va discuter un petit peu du jeu. Donc un jour de plus, on a un actual play sur la chaîne où on a joué avec Navet, où c'est un homme 6 qui nous a fait une partie. Pour que vous puissiez vous faire une idée un petit peu de ça à quoi ça correspond. En gros, on va jouer à des adultes qui sont dans un univers post-apocalyptique et qui sont en charge d'enfants et qui vont devoir aider ces enfants à survivre. Pour le coup, on a un objectif très très simple qu'on va définir en début de partie et dans un cadre de jeu qui est également défini en début de partie. C'est un jeu qui est extrêmement mécanique, avec énormément de petites mécaniques, mais qui se joue très facilement. Mais c'est un jeu qui est très mécanique, et c'est pour ça que tout est très structuré. On sait qu'Andom 6 est un game designer qui prend les choses à cœur, qui aime que toutes les choses soient bien équilibrées, bien structurées. Et du coup, c'est important parce qu'il a mis beaucoup d'emphase dans ce bouquin sur la partie narrative. C'est extrêmement important. Le jeu n'est pas qu'un jeu mécanique, c'est un jeu extrêmement narratif où les choses vont avoir de l'impact par rapport à la charge émotionnelle qu'il va y avoir et par rapport à l'investissement que les joueurs vont avoir émotionnellement envers leurs personnages, leurs enfants et les événements qui vont se passer, les tranches de vie qu'ils vont avoir dans leur périple. En gros, qu'est-ce qui se passe? C'est un jeu à mini-campagne ou à one-shot. Un jeu à mini-campagne, pourquoi? On le voit, il explique que c'est fait pour être pensé pour jouer en saison de quelques épisodes, donc environ 5 épisodes de 2h30 ou 6 épisodes de 2 heures. Okay, on va avoir un premier épisode qui va être le prologue, où on va créer le cadre, on va créer la famille, on va faire une introduction et on va commencer à jouer. Ensuite, on aura des épisodes intermédiaires, on aura des péripéties, etc., les phases de jeu, les tranches de survie. Et enfin, l'épilogue qui arrivera à la conclusion, qu'elle soit positive ou négative, sachant qu'on est sur un jeu, évidemment, où le positif sera quand même assez rare, même si la conclusion peut être positive. Donc de quoi ça parle un jour de plus? Eh ben, c'est tout simple, ça a été la fin du monde. Il y a eu un cataclysme et on se retrouve plongé dans un monde post-apocalyptique, mais alors on n'est pas dans Fallout, on est plutôt dans la route de Cormac McCarthy. On est plutôt dans un monde où il n'y a plus de place pour la survie, il n'y a plus de place pour la vie en communauté, il n'y a plus de place pour tout ça, et du coup on doit essayer de survivre sans forcément avoir à la base un but très clair. Et c'est pour ça qu'on va définir au début de la partie quel est le but de cette partie-là. En gros, on a un cadre, donc, et on va choisir un cadre qui correspond à des cataclysmes qui ont lieu. Donc on pourra jouer dans un monde de terre stérile, par exemple, donc un monde purement très proche de celui de la route. Un monde de plantes mortelles, qui rappelle le film avec Mark Wahlberg, de mémoire, où donc les plantes sont devenues mortelles et donc ont tué toute l'humanité, sauf quelques-uns, et on vagabonde dans ce monde-là. Un monde de non-morts, donc avec des zombies, mais on n'est pas sur The Walking Dead avec des armées et des armées de zombies, on est sur quelques zombies épars. Et quand je dis zombies, je parle d'hommes et d'animaux. Hein. Et ensuite, on a des nuées d'insectes qui ont ravagé les plantations, donc tout le monde est mort de faim. Et ces nuées d'insectes sont extrêmement violentes pour l'homme. Donc voilà les 4 cadres que nous propose Andom 6 dans ce jeu de rôle. Et ensuite, on va avoir des objectifs. Donc à chaque fois qu'on va jouer, on va avoir un de ces objectifs. Donc le premier, ça va être on va à la plage. Le deuxième, c'est un message de raid pour trouver un refuge. Le troisième, ça va être on va fêter Noël dans la maison de famille. Et le quatrième, ça va être on va au musée d'histoire naturelle. Donc vous voyez que les objectifs sont des objectifs qui ne sont pas des objectifs qui vont profondément changer l'univers de jeu. On n'est pas sur un jeu à campagne dans le sens où le monde va évoluer. On est dans un jeu où on a un objectif et tout le reste sera de la péripétie et de la petite tranche de survie, comme il appelle ça. Mais le monde n'est pas un enjeu, c'est ce qu'il répète quand il fait le jeu, le monde n'est pas un enjeu, on ne trouvera pas le remède aux zombies ou aux plantes ou aux nuées, on ne trouvera pas, on ne fera pas avancer le jeu. Il n'y a pas de survie et de projection possible dans ce monde-là. On est sur un monde qui est plein de vacuité, pour être très très clair. En gros, comment ça va se passer dans la première partie, et c'est pour ça que c'est très très important qu'il commence sur la partie narrative du jeu,
parce que le jeu est très mécanique, pour installer l'ambiance. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va lire une introduction générale, ensuite on va lire une introduction qui correspond au thème qu'on a choisi. Ensuite, il nous a écrit les conclusions quand on arrive à la plage, etc., ce qui s'y passe. Et ensuite, on a ce qu'il appelle les journaux d'un survivant, et on va en lire un au début de chaque partie, qui avance et qui raconte un petit peu comment a progressé l'épidémie. Donc on va pour les terres stériles, le premier commence par an 1, le deuxième par 2 ans, le deuxième par 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et donc le but, ça va être de remettre les joueurs dans l'ambiance pour pas que le jeu reste mécanique, mais que ce soit vraiment un vrai jeu, avec beaucoup de narration et beaucoup d'émotion. Le but est de créer de l'émotion à table et de créer des choses qui fonctionnent. Et ça fonctionne plutôt bien, en tout cas sur moi, les 2 parties que j'ai fait, ça a vraiment magnifiquement fonctionné. Comme je vous le disais, donc on va incarner des adultes qui s'occupent d'enfants. Donc là, il parle de famille. Évidemment, on n'est pas forcément de la même famille. Les enfants ne sont pas forcément nos enfants, voire c'est même ne sont pas nos enfants. Et donc, les adultes qu'on va incarner sont définis par des caractéristiques, évidemment, et des domaines. Les caractéristiques sont physique, minutie, perspicacité et présence. Ils vont gérer les genres de choses qui sont en lien avec ça. Évidemment, je ne vais pas vous détailler. Le but n'est pas forcément de faire une critique ultra mécanique du jeu. Ensuite, on a des domaines. Donc, le domaine danger, c'est quand on va être dans une mise en danger. Le domaine, c'est la route, quand on va être sur la route, en voyage ou en exploration. Et enfin, le foyer, quand on sera dans notre camp, etc., etc. Et en gros, ce qui va se passer, c'est quand on va tenter une action un peu difficile, on va prendre notre caractéristique de physique, qui est représentée par un niveau de dé, des 8, des 10 ou des 12. On va prendre le domaine qui est lié. Par exemple, si je fais une recherche sur la route, on va prendre la perspicacité et la route. Imaginons que j'ai un D10 et un D12. On va prendre le D10 et le D12. On va les lancer. On garde le plus gros des dés. C'est notre score. En gros, ça, c'est la base. Voilà, c'est notre score. Et après, on va évidemment le confronter à une difficulté, un seuil de difficulté. Très simple, très clair. On voit qu'on a aussi plusieurs autres statistiques. Donc, on a des ressources. On y en aura bien plus tard. C'est la gestion survie, ça. On a les statistiques de faiblesse, de repos. C'est déjà des choses qui sont extrêmement importantes, puisque la faiblesse va évidemment être... c'est pas un seuil de points de vie, parce qu'il y a d'autres choses que les dégâts qui peuvent nous affaiblir, mais en gros, ça va être un malus qu'on va avoir à chaque fois qu'on va prendre des dégâts ou qu'il nous arrive une bricole, on va avoir de la faiblesse qui va s'accumuler. À 10, on est décédé. Mais en dessous, si on a 6 par exemple, on va avoir moins 6 à chacun de nos jets, qui a un handicap extrêmement fort. Le repos, chaque fois qu'on va se reposer, on va cumuler du repos qu'on va pouvoir dépenser pour diminuer notre faiblesse, ou pour alors perdre un petit peu d'entropie. On voit qu'on n'a pas de case d'entropie ici. Je vous parle d'entropie, qu'est-ce que c'est? Les petits jetons qu'on a vus tout à l'heure permettent de gérer l'entropie. En gros, ce qui va se passer, c'est que quand on va faire un jet de dés, on va pouvoir s'octroyer autant de points qu'on veut, quasiment. On peut monter jusqu'à 8. On peut donc s'octroyer un bonus de 8, et en revanche, en échange, on a 8 jetons d'entropie que le MJ va pouvoir récupérer pour nous mettre des saloperies dans la gueule. Genre ton sac à dos il est cassé, etc., etc. Et pour gérer ça, le MJ a tout un système de cartes que je vous montrerai juste après. Il peut prendre en main pour un peu, non pas pour avoir un côté aléatoire, parce que c'est lui qui les choisit, mais pour pouvoir avoir des ressorts narratifs et l'aider un peu dans la construction de sa partie. Le but du jeu, ça reste quand même d'avoir un jeu qui est très lancinant, où il va pas se passer beaucoup de choses, mais quand il va se passer des choses, il faut que ça ait un impact fort. C'est pour ça que le MJ a la main là-dessus. Et c'est extrêmement important. Le MJ, il n'est pas là uniquement parce que s'il veut tuer les personnages, il peut le faire assez rapidement. C'est pas le but. Le but, c'est que le MJ, il ait une histoire qui soit cohérente et que les personnages en chient un petit peu, puis qu'il y ait des vrais moments de rien où ils vont juste faire leur marche, leur recherche, trouver de la nourriture. Rien que ça, vous allez voir, c'est une partie qui est extrêmement importante du jeu. Ensuite, donc on arrive sur la création de l'adulte, comment ça marche. On arrive sur les outils, les vêtements, le stockage. Évidemment, il y a une gestion des vêtements. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des vêtements chauds? Est-ce qu'on a des vêtements qui sont étanches pour la pluie? Est-ce qu'on a des paires de chaussures qui tiennent la route? Au niveau de l'encombrement, c'est pareil, on est toujours en train de marcher. Donc il n'y a pas une gestion d'encombrement au point du je peux porter 45 kilos. Non, il y a des points d'encombrement par rapport au sac à dos qu'on a sur nous, tout simplement. Et chaque objet qu'on va mettre dedans a un point d'encombrement. Mais même les munitions prennent un petit peu de place. Donc voilà, on ne peut pas transporter 1 milliard de trucs. Ce qui fait qu'on est toujours un petit peu à flux tendu, notamment au niveau de la nourriture ou des choses comme ça. On est toujours un petit peu à flux tendu. Ensuite, on voit comment on crée son adulte. On choisit son nom, son ancienne vie, ses souvenirs, etc. Évidemment, rien d'extraordinaire là-dedans. On voit que c'est un système de répartition de niveaux de dés. Donc on a 4 niveaux de dés, on les répartit comme on veut dans les caracs, tout simplement. Ensuite, on a la création de l'enfant. L'enfant, à quoi il va servir? L'enfant est tout l'enjeu du jeu. C'est la personne qu'on doit protéger. Si les enfants meurent, la partie est perdue, tout simplement. L'enfant va avoir un seuil d'autonomie qui est équivalent à son âge. Il va avoir des complications enfantines quand il va y avoir des soucis. Mais ce qui est intéressant, c'est que
Pour y avoir joué 2 fois, l'enfant est jamais vraiment un boulet. Voilà, il a voulu éviter ce côté-là. Il va poser des questions qui vont être pertinentes. Pareil, il y a des cartes avec des questions des enfants. Si JMJ a besoin d'avoir de l'inspiration et qu'il en a pas sur le moment, il y a des cartes avec pas mal de questions qui peuvent être percutantes et pertinentes. Et donc également l'enfant, il va falloir, si on l'amuse, il va nous permettre de, perdre un petit peu l'entropie. Il y a une mécanique aussi, le désespoir de l'enfant, qu'il faut qu'on arrive à gérer. Mais en gros, tout l'intérêt du jeu, ça va être de prendre soin de ses enfants, et de les protéger du monde qui les entoure. C'est des enfants qui sont nés dans ce monde-là, qui n'ont connu que ça. Et donc c'est important qu'on ait cet objectif-là, et c'est pour ça que les objectifs d'ailleurs ce sont: on va à la plage, on va au musée d'histoire naturelle, etc. Parce que ce sont les objectifs pour les enfants. Les adultes, eux, savent très bien qu'il n'y a aucune solution au monde et à ce qu'ils vivent. Ensuite, on a de la résolution des actions. Donc, comme j'expliquais, on prend une caractéristique, on prend un lieu, donc un domaine, et par exemple, j'essaye de me sauver. Je prends danger, je prends force, par exemple, parce que je dois porter un truc pour pouvoir sortir d'une maison en flammes. Je jette les 2 dés, je prends le meilleur score et je compare au seuil de difficulté. Il y a évidemment des petits trucs de bonus et malus qui viennent s'appliquer, qui sont très simples, qui se mettent en place très facilement. Le but, c'est que ce soit le plus fluide possible. On peut s'entraider, ça rajoute un bonus. Il peut y avoir des oppositions entre 2 adultes. Quand il parle d'adultes, il parle de joueurs. Évidemment, des fois, les choix moraux feront en sorte que ça va être compliqué. Ensuite, pour clarifier tout ça, il nous fait une jolie double page sur comment est-ce qu'on résout les actions. Et vous allez voir, cette double page aide vraiment. Il y en a plusieurs dans le bouquin qui ça aide vraiment à bien tout reclarifier, tout simplifier. Ensuite, on a dégâts, état et mort. Il faut savoir qu'un jour de plus est un jeu. Tout peut très bien se passer pendant 3-4 jours, il n'y a pas de problème, et tout d'un coup, il y a une crasse qui tombe, et là, c'est l'accumulation de problèmes qui va tomber. Parce qu'en fait, la faiblesse peut se cumuler très rapidement, elle fait des malus à tous les jets de dés qu'on va faire, et pareil, les blessures ont des convalescences qui peuvent être extrêmement longues, la convalescence, il va falloir qu'on paye en repos pour pouvoir la diminuer, pour qu'elle disparaisse, et pareil, ça nous met des malus. Donc on peut vite, il y a un côté boule de neige qui peut très très vite arriver, et comme dans toute belle histoire et tout bon film de ce genre, on peut être très très bien pendant très longtemps, et puis tout d'un coup, patatras, tout se casse la figure suite à une mauvaise rencontre, à une mauvaise chute, à un truc du destin, on se fout de la cheville en marchant, parce qu'on avait utilisé un peu l'entropie, donc le MJ nous met une crasse, donc on se fout de la cheville pendant qu'on marche sur la route, et ça peut être le début de énormément d'embrouilles. L'aspect survie, il est extrêmement présent. On va avoir une boucle de gameplay. Alors, avant ça, on va parler des tranches de survie. Donc, les tranches de survie, c'est quoi? C'est en gros tout ce qui a se passer. Donc, on a une boucle de gameplay qui est constituée de routines. Il y a une horloge à gérer, donc on gère le temps à l'heure, tout le temps. Par exemple, on va marcher pendant 4 heures, on marche à telle vitesse, donc on se déplace de tant de kilomètres pour arriver à tel endroit. Donc, on va évidemment essayer de s'arrêter dans les différentes villes pour avoir des abris, parce que si on reste à l'extérieur, suivant le contexte, ça peut être compliqué. Si on est dans les nuées, par exemple, on ne peut pas rester à l'extérieur la nuit, sinon les nuées nous mangent tout simplement. Dans le cadre de zombies, même chose, on va essayer de se protéger. Donc voilà, il y a cet aspect un peu gestion de son itinéraire, et puis aussi il va falloir qu'on ait le temps, après avoir marché pendant des heures et des heures, de fouiller les lieux pour pouvoir trouver de la nourriture, pour trouver du bric-à-brac pour réparer ses outils, pour réparer ses objets, de quoi allumer un feu, de quoi s'amuser le soir pour essayer d'enlever un peu de désespoir aux enfants, etc., etc. Donc il y a une vraie boucle de gameplay qui fonctionne très bien et qui est très lancinante et qui correspond vraiment à ce style de jeu. Vraiment, il faut voir ça, pour ceux qui ont lu ou vu La Route, ça inspire fortement, mais ça s'inspire aussi un peu de... alors il connaissait pas, j'en avais parlé avec lui, il connaissait pas, mais Viscera of Mine, il y a aussi ce côté un peu là, un peu dépressif, plein de vacuité et très lancinant. Il parle beaucoup de La Vie est belle aussi, sur le côté protection de l'enfant, mais il y a vraiment ce côté lent et lancinant qui va être extrêmement intéressant, puisque si le MJ gère bien son rythme, les moments percutants seront ultra percutants. Tous sont les moments intenses et extrêmement courts. Je veux dire, un combat dure 1 ou 2 tours, généralement, ça va pas plus loin. Quand on va croiser les survivants, quand on va avoir un problème moral, c'est pareil, ça va durer peut-être 10 minutes, mais ça va se répercuter sur la mentalité de notre table pendant quelques temps, parce que le reste du temps, c'est de la vacuité, c'est on va se soigner le soir, on va fouiller, voilà. Et donc toute cette boucle de gameplay est là, tout ce qu'on peut faire au foyer, tout ce qu'on peut faire sur la route, donc collecter, rechercher un abri, voyager, etc. Avec les moyens de locomotion, alors clairement on les trouvera jamais, à moins que le MJ ait décidé d'accélérer un petit peu, mais nous on n'en trouvera jamais, on passera notre temps à marcher sur la route, évidemment. Et ensuite on a des événements. Donc les événements, c'est des cartes qu'on va pouvoir trouver ici. Je vais vous en montrer une, ce sera plus parlant. Boum. C'est ce genre d'événements. Donc ce genre de cartes, vous avez sur chacune de ces cartes
Donc des petits logos qui vous disent dans quel contexte c'est applicable, et puis après il y a l'événement en question. Donc là les protagonistes fouillent une école maternelle, Landry donne son cours de récréation, et donc après il y a un test de perception à faire pour voir si on remarque les cadavres calcinés et un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, on a 1 milliard de petites cartes comme ça, qui vont pouvoir renouveler un peu les sessions de jeu et dans lequel le MJ va pouvoir piocher les idées. Évidemment, si lui a des idées, il peut les mettre en place, il n'y a pas de limite. C'est vraiment des aides de jeu. Et donc ces péripéties vont impacter fortement la partie. Le but, c'est pas qu'il y en ait une par jour, le but c'est qu'on laisse le temps se dérouler, et puis à des moments précis, bim, on balance un truc sur les joueurs pour relancer un peu le rythme, etc. Donc voilà, donc on a aussi des complications anthropiques, là c'est quand le MJ va aller chercher les jetons d'entropie pour pouvoir mettre des crasses dans la tête des joueurs, parce que quand ils ont pris de l'entropie, ou au moins ils ont pris un avantage, il faut qu'ils en payent le prix à un moment donné. Nous avons aussi les complications infantines. Donc pareil, hein, l'enfant refuse de marcher, il s'assoit par terre. Voilà. Relou le gamin, bah, ça arrive au bout d'un moment. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça arrive pas souvent, et que si le MJ fait bien le boulot, ils vont s'y attacher à ces gamins. Parce que le but, c'est pareil, hein, il en parle dans le bouquin, il faut les faire parler un petit peu chaque soir, ils vont poser des questions, et l'important c'est qu'on s'y attache aux enfants, et ça peut marcher extrêmement vite, et si ça marche vraiment du feu de Dieu. Ensuite, les souvenirs. Des fois, on va demander aux joueurs de raconter un souvenir nostalgique sur comment c'était avant, etc., etc. On parle des répliques enfantines. Voilà, ce sont des cartes où il y a juste quelques bricoles marchées comme ça sur le monde d'avant, et qui mettent un petit peu de tout ça. Et ils parlent également de rajouter une touche de réel si on peut. Donc, vous voyez, il y a une grosse partie de ces cartes qui sont des cartes narratives plus que des cartes d'événements juste brutes en disant il y a 2 cannibales sur la route, comment vous faites, quoi. Et c'est extrêmement important de garder ça à l'esprit, puisque le jeu est très mécanique. C'est important de garder ça à l'esprit. Ensuite, nous avons tout ce qui est mécanique de route, le voyage, comment on fouille, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a des cartes de fouille suivant les jets de dés qu'on a fait, le temps qu'on y passe. On va obtenir plus ou moins d'objets, et chaque flux a une réserve maximale d'objets à fournir. Et donc après, il y a un côté aléatoire. Moi, les parties que j'ai fait, on était toujours à flux tendu sur la nourriture. C'était extrêmement bien. Donc on a ce qu'on peut faire sur le repos pour dépenser les points de repos, les activités triviales, donc soigner les maladies, se nettoyer pour éviter que les plaies s'infectent, etc. Il y a beaucoup de petites mécaniques de survie, comme je vous l'expliquais. Se distraire, amuser les enfants, etc. Ensuite, on a le danger, on nous explique comment fonctionnent les périls, comment fonctionnent les entités, donc les menaces physiques, hein, que ce soit des survivants ou des zombies ou des machins. Le combat rapproché, comment ça fonctionne. On va comparer en fait le niveau moyen de l'ennemi par rapport au score d'action du joueur quand il va attaquer. S'il fait au-dessus, il inflige des dégâts. S'il fait en dessous, c'est lui qui prend les dégâts. Ça va très très vite. Sachant que, évidemment, les dégâts qu'on prend, ça va être des malus sur le prochain jet de dés. On comprend très vite que les combats, il n'y en aura pas beaucoup et qui vont être extrêmement, extrêmement violents. Donc attention à ça. Le but n'est pas de croiser des gens mal intentionnés à tous les coins de rue. C'est plutôt il conseille d'en mettre une fois par session. Je pense que c'est déjà pas mal, en effet. Et puis si à chaque fois qu'on croise quelqu'un, c'est un ennemi, au bout d'un moment va s'installer une sorte de mauvais mood dans le jeu, alors que le jeu est pas là pour ça. Le jeu est là pour raconter d'autres choses, je pense, et développer d'autres thèmes uniquement que celui-ci, même s'il en fait partie, évidemment. Le combat à distance, même principe, il nous explique comment ça marche, les poursuites, intimider, effrayer, négocier. Et ensuite, on détaille un petit peu le matériel, comment ça fonctionne. Donc on a des vivres, de la pharmacie. Donc les vivres, ça va être tout ce qui est nourriture et eau. Ça ne détaille pas, c'est au joueur de décider si c'est une boîte de thon ou si c'est une boîte de pêche au sirop. La pharmacie, comment ça marche? Pareil, on a des points de pharmacie, en fait, tout simplement. On se prend pas la tête au niveau de l'inventaire. Tout est aller au plus simple et au plus facilement gérable pour le joueur, pour pas que ce soit tout un tracas pour savoir. Voilà. La pharmacie, ça va du pansement à l'antibiotique. On s'en moque. Voilà, c'est des points de pharmacie. Pareil, on a le bric-à-brac qui comprend tout le reste, tout ce dont on peut en avoir besoin. Ça nous sert à allumer un feu, ça nous sert à réparer une arme, ça nous sert à recharger un masque à gaz, ça nous sert à tout ça. Voilà, donc les points de bric-à-brac, pareil, c'est tout le reste. Et pareil, les munitions. Les munitions, c'est le nombre de munitions qu'on a, peu importe l'arme dans laquelle on les met, on s'en moque, on n'est pas là pour ça. Ensuite, on a une gestion des vêtements, comme je vous le disais, les chaussures, les vêtements chauds, les vêtements étanches. Une gestion des tentes, si jamais on est amené à dormir dehors, ce qui peut être important. Ensuite, les stockages, comment ça marche? Ce qu'on a sur soi, ce qu'on a dans notre sac à dos. On peut avoir un sac d'appoint, donc une sorte de sac en bandoulière, un sac banane, des choses comme ça, ou un sac à main. Et on peut avoir un chariot, un caddie de supermarché, qui va porter beaucoup plus de choses, mais en même temps, il n'est quand même pas le truc le plus pratique du monde. Les doudous et jouets, comment ça marche pour les enfants, et ensuite on nous parle des survivants. Quand on parle de survivants, du coup on parle des autres adultes qu'il y a dans le monde. Ensuite, on revient sur les différents cataclysmes, les terres stériles, donc les menaces que ça engendre, notamment donc le nuage de cendres, les plantes mortelles, les réactions végétales, comment ça marche quand on va croiser des plantes du coup.
Pareil pour les non-morts. Alors les non-morts, c'est clairement, on n'est pas du tout sur l'ennemi de Walking Dead. Le non-mort, il va te suivre pendant 5 kilomètres, quoi. Et tant qu'il te sent et tant qu'il sait que tu es là, il va continuer à te suivre. Et puis là, on a une table des non-morts, donc ça va du tronc sans tête qui se traîne par terre au corps adulte entier. Alors là, bon courage pour leur en sortir. Et les nuées, comment ça fonctionne, quelle est leur difficulté, quel problème ils posent dans l'univers, tout simplement. Et une fois qu'on a ça, et ben après, il nous reste des prêts tirés, hein, il nous reste les prêts tirés avec lesquels on a joué notamment sur l'Actual Play, et puis 2 petits fichiers d'enfants, un remerciement où j'apparais dedans, évidemment, en tant que backer, et voilà pour le manuel d'un jour de plus. On va juste se pencher un tout petit peu plus sur les cartes pour que vous puissiez voir un peu à quoi elles ressemblent dans leur globalité. Donc, ceux-ci, ce sont, on l'a vu, donc des cartes de péripéties. Voilà. On a également les cartes trouvailles. Donc, par rapport au jet que va faire le joueur, il va trouver, par exemple, s'il fait entre de 8 à 11, il va trouver 1 de vivre et 1 de munitions. S'il fait de 12 à 15, eh ben, il va trouver 2 de vivre, 1 de munitions et 1 de pharmacie, etc. etc. S'il fait 24 ou plus, alors là, il s'en met plein les poches. Il trouve 4 de vivre, 2 de munitions, 2 de pharmacie et un bric-à-brac. Sachant que des fois, on va trouver d'autres choses, évidemment, notamment des items un peu spéciaux. J'essaie de vous en trouver un, c'est pas forcément évident comme ça. J'en ai pas sous la main, mais il y en a qui vont vous donner des jumelles, il y en a qui vont vous donner des tentes, il y en a qui vont vous donner des sacs, il y en a qui vont vous donner des jouets, donc c'est tout ce genre de choses. On a après les complications anthropiques. Donc les complications anthropiques, pareil, hein, il y a toutes les petites iconographies qui nous permettent de savoir quand on prépare sa partie dans quel univers elles s'inscrivent. Et donc là, l'adulte n'en peut plus, c'est nerf lâche, il se met à pleurer. Tout enfant le prend dans ses bras et subit +1 au désespoir. Voilà, les nerfs qui lâchent, et ça coûte, on le voit ici, 3 points d'entropie, tout simplement. Et donc on en a plein. Donc il y a les nerfs qui lâchent, adulte qui pleure, on va avoir de la saleté, on va être sale, les plaies vont s'infecter, on aura des chances d'infecter, usure des ressources, on va perdre des objets, on peut perdre nos sacs, etc. Et ensuite on a les complications infantines. Hop là, par exemple. Réveil d'un non-mort, donc ça c'est uniquement, on le voit hein, sur l'iconographie en vert, il y a uniquement la main du zombie. Par maladresse, un enfant touche à un non-mort endormi qui se confondait avec des débris ou fait du bruit à proximité de l'un d'eux. Ça sort la créature de sa léthargie, il se met à poursuivre, attaquer les protagonistes. Et donc on lance un D10 sur la table des non-morts et on voit ce qui se passe. Donc voilà, un petit peu pour les cartes. On a fait le tour. Allez, je vous dis ce que j'en pense maintenant. Alors un jour de plus, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah déjà c'est très simple, je l'ai pledgé à la base, après y avoir joué en plus. Donc vous savez que j'ai déjà un a priori extrêmement positif dessus. Après, la question c'est est-ce qu'il est fait pour vous? Et ça, moi je peux pas y répondre à votre place. Faut savoir qu'un jour de plus, c'est un jeu qui est pas accessible à tout le monde. Et quand je dis pas accessible à tout le monde, c'est pas en termes de difficulté, de game design, machin, etc. Non, non. Par rapport au thème. Donc déjà, il y a une moyenne d'âge, enfin un âge minimum qu'il a estimé à 16 ans, je crois de mémoire. C'est pas pour rien. C'est parce que les thèmes qui vont être abordés sont extrêmement forts. Ils peuvent aller très très loin. Mais aussi, si vous êtes, et c'est pour ça que j'ai mis un trigger warning au début de cette vidéo, vous êtes quelqu'un de plutôt sensible à la maltraitance, à la mort, etc. Et notamment quand c'est lié aux enfants, c'est pas la peine d'y aller. Vraiment, il faut pas y aller parce que c'est le sujet principal du jeu, c'est le thème principal du jeu. Même si le but c'est de les protéger, de les garder en vie et de faire en sorte qu'ils leur amenaient un peu de bonheur, ça n'empêche pas qu'il va y avoir des moments extrêmement difficiles et des moments avec des choix moraux extrêmement forts. Après tout ça, ça va dépendre de la table et ça va dépendre de comment le MJ l'ajuste à ses joueurs. Il n'y a pas d'obligation dans le jeu en fait. Dans le jeu, il y a des propositions. Évidemment, après, c'est à la table de faire. Mais si jamais ce sont des sujets qui vous parlent, si jamais vous avez aimé La Route, si jamais vous avez aimé Last of Us, si jamais vous avez aimé La Vie est belle, pour citer quelques références qu'il cite lui-même, hein, quand ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment très très bien. On a cet aspect lancinant, on a cet aspect dénué de sens qu'on peut avoir dans un monde post-apocalyptique où on sait qu'il n'y a pas de sortie possible et on est juste là pour vivre l'instant présent et puis se dire que bah on verra bien de quoi il fait demain. Le titre est extrêmement parlant quand on parle de un jour de plus, c'est allez, on va survivre un jour de plus. Et on se fixe un objectif qui est plein de vacuité, un objectif qui ne sert à rien. On va aller à la plage, pourquoi? Bah juste parce qu'il nous faut un objectif et juste parce que ça va faire plaisir aux gamins. Voilà, point. Ça va pas plus loin que ça. Et en fait, c'est un jeu qui va être très dépendant de l'investissement du MJ. Pas en termes de temps de préparation de partie. Ça, la partie, elle se prépare en 10 minutes, c'est pas le problème. Mais en termes de préparation, au niveau de la lecture de ces joueurs, de ce qui va les chercher, de ce qui va les titiller. Plus vous allez connaître les personnes, ou plus il va y avoir d'indices de leur part sur ce qui vont leur faire mal.
plus vous allez pouvoir aller dans une direction où il va y avoir un impact émotionnel fort. Et pareil, on parle du MJ, mais on parle aussi des joueurs. Quand je dis que c'est pas accessible à tout le monde, c'est pas accessible à ceux qui ont un vrai problème avec ce genre de sujet et de thème. Par contre, si le thème et les sujets ne vous posent pas de problème et vous êtes capable de jouer dans ces univers, là, évidemment, on est juste dépendant d'à quel point émotionnellement vous allez vous engager en tant que joueur. C'est-à-dire que c'est accessible à quelqu'un qui a jamais joué au jeu de rôle, il n'aura aucun problème à jouer à ce jeu. Juste, ça va être l'impact émotionnel et comment il va se plonger dans cet univers. Et c'est pour ça que il appelle ça un jeu de post-apo dramatique et que le dramatique il est extrêmement important. C'est pour ça que tout au long du bouquin, il étale les mécaniques de jeu qui sont extrêmement précises. On connaît le bonhomme, on connaît le personnage, on sait comment il fonctionne en termes de game design, mais surtout qui rappelle à chaque fois au niveau narratif quel impact ça a, comment ça doit fonctionner. On met pas des cartes avec des ennemis en permanence, ça ne sert à rien, c'est pas ça le but du jeu. Le but c'est quand il se passe quelque chose, il faut que ça soit fort et que ça vienne brutalement casser cette routine. Et quand je dis fort, c'est pas forcément un combat ou un danger, ça peut être un choix moral, ça peut être une rencontre sur la route, ça peut être... Voilà, si vous avez vu la partie qu'on a fait avec Navet, il nous a mis une rencontre qui n'avait aucun impact sur la suite de notre aventure, juste un choix moral qui n'avait aucun impact sur la suite de notre aventure, mais c'était dévastateur. Parce que, justement, le côté lancinant amène le fait que les événements vont avoir un impact marquant de suite et qui vont rester installés dans la tête du joueur qui, au final, après, n'aura plus qu'à penser à sa routine de « je marche tant d'heures, je fouille tant de trucs, est-ce que j'ai assez à bouffer ce soir ?» etc. Nous, les parties qu'on a fait, j'en ai fait 2. Les 2, on était à flux tendu en termes de nourriture, etc. C'est très cool parce qu'on était... en vrai, on n'a jamais été dans la difficulté. Hein, il y a 2-3 repas que tu sautes, etc. Mais ça n'empêche pas que, malgré le fait que tu sois pas vraiment dans la difficulté, tu sais que ça peut arriver à tout moment. Et au bout d'un moment, un mauvais coup de bol, plus une autre petite bricole, et bam, catastrophe, ça peut faire un effet boule de neige où tu t'en sors plus. Et ça correspond vraiment, encore une fois, à ce genre d'univers. Aldom 6, il a voulu, et c'est déjà le cas avec Space Horror Story, il a voulu extraire la substantifique moelle de ce qu'était le cinéma d'horreur dans l'espace. Bah là, il a voulu extraire qu'est-ce qui, à ses yeux, faisait la force de ses récits. Et je trouve qu'il l'a brillamment réussi. Je sais sur quel jeu il bosse derrière et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que c'est pareil, il prend encore quelque chose de très précis, très marqué, et il veut en tirer quelque chose en tirer l'essence. Et c'est important dans sa démarche. Donc un jour de plus, donc oui, c'est une boîte où en fait vous avez un livret de jeu, vous avez des cartes, vous avez des cartes du guide Michelin, là, etc. Tout ça, ce sont des outils pour ce qui va se passer à table. Et ce qui va se passer à table, ça peut être extrêmement fort. Et moi, c'est ce que j'attends d'un jeu de rôle. C'est cet impact émotionnel. Et donc, si vous êtes capable de jouer à ce jeu, et que le thème vous plaît, bah, vous pouvez foncer. Sincèrement, il n'y a pas de question à se poser. Le jeu est vraiment excellent. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres critiques sur la chaîne. Ciao, ciao!